C'est loin, Manille, pour nous. Mais il y a plus loin encore, plus difficilement imaginable. Il y a le bout du bout du bout du monde, les rivages de l'île de Cebú, au centre de l'archipel philippin. Il y a plus précisément, lové dans une anse, la bourgade poisseuse de Santissimo Nombre de Jesus, où vivotent quelques dizaines de colons et une cinquantaine de soldats, aux ordres du capitaine Pedro Sarmiento. Ce dernier vit en concubinage avec une indienne, prénommée Anna, et ce, aux grandes dames des religieux du lieu. Car il y a là un petit couvent, un prieuré de l'ordre de Saint-Augustin, tenu par le père Alonso Gutiérrez. C'est ce même père Alonso qui presse le pas, un matin d'avril 1577, en direction de la demeure sur pilotis de l'un des plus riches colons de l'île, Andrés de Villalobos. C'est qu'un valet vient de l'informer que le diable a frappé à sa porte, ou plutôt à celle de ses voisins. Villalobos et son épouse auraient été rendus fous par un ensorcellement. Sitôt arrivé sur les lieux, le père Alonso mène l'enquête. Après avoir constaté l'état d'hébétude des deux victimes, il se met à fouiller sous la maison pour voir si une chose mauvaise n'y est pas cachée, qui serait la source de l'infection. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Le novice qui accompagne le père Alonso, un certain Diego de Ávila, se trouve lui aussi brusquement saisi de folie. Ni une ni deux, le religieux le ramène au couvent en courant et lui applique un vigoureux traitement d'urgence. Il le tond, puis lui masse le crâne avec du vinaigre de Castille. Diego expulse alors, par l'une de ses narines, un petit canard en étain pas plus gros qu'un pois chiche. Revenu à lui, il explique que le petit objet maléfique appartient à l'une des servantes de la maisonnée des Villalobos, une indienne nommée Inés Sinapas. Flanqué du colon Benito de la Cerda, qui officie comme son greffier, le père Alonso s'en retourne d'un pas résolu chez les Villalobos afin d'interroger l'indienne en question. Celle-ci confesse rapidement avoir administré la figurine à Diego afin que ce dernier reste épris d'elle, mais reporte l'accusation d'ensorcellement de ses maîtres sur une autre servante, Béatrice. Le ton monte. Le père Alonso exhorte Inès à reconnaître le rôle qu'elle a joué dans la propagation du maléfice. L'indienne plie et explique avoir fourni à deux jeunes domestiques de la maisonnée un onguent de couleur livide, qui les a rendues folles lorsqu'elles s'en sont mutuellement enduites. Le père Alonso intime l'ordre à Inès de guérir sur le champ de leur folie les époux Villalobos et leurs esclaves. L'indienne s'exécute. S'étant enduite de l'onguent, elle prend l'apparence d'une folle, grimaçant, s'arrachant les cheveux, brisant ses colliers et déchirant ses vêtements. Après quoi, ayant retrouvé un semblant de calme, elle frotte les poignets de ses victimes avec l'huile antidote. Pour finir, elle brûle les graines de benjoin à la façon d'un encens. Tous recouvrent la raison. Le père Alonso ne peut évidemment en rester là. Il y a eu crime, il faut un procès. Il improvise une salle d'audience dans le couvent et fait comparaître les uns après les autres les principaux protagonistes de l'affaire. Inès est la première à déposer, ce qu'elle fait par l'entremise de traducteurs de fortune, Juan Cabuten et Juan Tapondo, des Indiens ladinos, c'est-à-dire des Philippins christianisés, maîtrisant quelques rudiments de castillan. Les coulisses du maléfice sont aussitôt dévoilées. Voici environ 40 jours, comme elle était occupée avec d'autres à fouiller le sol sous la demeure d'Andrés de Villalobos pour voir si quelque chose y était enterré. Et comme le dit Diego de Ávila se trouvait également là, elle s'était approchée de lui et lui avait dit « Garçon, tu as un poulet ou un canard ?» Et le dit garçon lui avait répondu « Non, je n'en ai pas ». Et elle lui avait dit « Alors tu en veux un ?» Et le garçon lui avait dit « Non, sur quoi ?» Tenant dans sa main un petit canard en étain, lequel était enduit d'un onguent qu'elle avait sur la tête. Elle le lui mit dans l'une de ses narines, par suite de quoi le dit garçon devint fou. Il lui fut demandé, comme elle avait dit ce qu'elle avait dit, à savoir qu'elle portait le dit onguent sur sa tête et que le dit jeune garçon était devenu fou par son moyen. Pourquoi elle l'en avait enduit, et combien d'autres elle avait enduit du dit onguent, et comment il se faisait qu'elle-même, qui en avait sur la tête, n'était pas devenue folle. Cette confessante dit que quant à ceux qu'elle avait aussi enduits de cet onguent, il s'était agi uniquement de Villalobos, et cela s'était produit parce que le dit Villalobos lui avait demandé de le chausser, et qu'au moyen de ce qui lui était resté collé sur les doigts, de ce qu'elle avait sur les cheveux, elle lui en avait enduit les pieds, par suite de quoi il était devenu fou.
Et elle dit que si les esclaves de Villalobos étaient devenues folles, c'était parce qu'elle s'était enduite elle-même du dit Onguent en pensant que c'était autre chose, et que si elle en avait enduit le dit Diego de Avila, c'était afin qu'il s'éprenne follement d'elle. Et elle dit que si elle n'était pas elle-même devenue folle, c'est parce qu'elle avait respiré la fumée d'un peu de benjoin que lui avait donné Béatrice. Et elle dit que comme demeurait sur l'île voisine de Bohol, le dit Villalobos et sa femme, celle-ci entra un jour dans la cuisine, alors que l'on y préparait le dit onguent, et que la dite Béatrice lui dit alors « Madame, voici l'onguent pour se mettre dans les cheveux », et qu'aussitôt la dite épouse du dit Villalobos en prit un peu avec un bâtonnet et s'en enduisit l'arrêt des cheveux sans savoir ce que c'était, et que depuis lors, elle s'était toujours sentie très mal. Deux servantes qui concoctent une mixture pour que leur maître et un novice du couvent voisin tombent amoureux d'elle. C'est pour l'heure de magie d'arrière-cuisine qu'il s'agit, et non de sorcellerie démoniaque. Telle que la détaille Inès, la recette de l'onguent a d'ailleurs des allures de potion de rebouteuse. Il lui fut demandé qu'elle déclare comment se fabriquait le dit onguent et ce qu'il y avait dedans, en énumérant chaque ingrédient par son nom. Cette confessante dit, par le moyen dudit interprète, que les ingrédients qui composent le dit onguent sont des plumes de poulet et des poils de queue de chat, et une racine de cette plante qui s'appelle zilamoun, et la racine du senbagal, qui est une autre plante, et le tanglar, et le bouillot, et les ongles et les œufs du bao, qui est comme une tortue, et les racines pendantes du dankalan, et la perle du dit dankalan, et celle du boukia, qui est la même chose, et une pierre de la queue du lézard noir, et la queue d'un serpent qui s'appelle boulakan, et la queue d'un autre serpent qui s'appelle taguigualo, et la pierre que l'on en retire près de la queue, et la queue d'un autre serpent qui est comme une anguille, et qui s'appelle cassili ou baïs, et une pierre du crâne du crapaud, et une encore d'un cerf blanc, et les pattes et les poils de la queue d'un grand gibier, et une pierre de la queue d'une souris, et d'autres choses encore dont elle ne se souvient pas. Et tout cela, elle l'avait pris et moulu et mélangé avec un peu de cire et d'huile et de benjoin qu'elles avaient pris chez la mère de Béatrice, ainsi qu'avec le sang et les œufs de plusieurs araignées de grande taille, et avec le sang et les pattes ou les crochets du scorpion, et avec la tête d'un mille pattes, et avec la queue et les œufs de plusieurs espèces de serpents. 12 ans à peine après l'arrivée des Espagnols à Cebu, la compétence des traducteurs locaux laisse à désirer. Elle ne leur permet en tout cas pas de trouver les équivalents européens des nombreux ingrédients végétaux et animaux listés par Inès. Ainsi, son propos se trouve-t-il émaillé de termes vernaculaires, dankalan, salimbagal, tanglar, cassili, baïs, qui sont autant de clairvoix, donnant sur un monde dont les Espagnols ignorent encore à peu près tout. L'ignorance de l'historien contemporain pourrait redoubler celle du truchement d'antan, mais il a sur ses devanciers cet avantage indu qui lui est permis de naviguer à son gré sur le fleuve du temps. Or, si aucun document des années 1570 ne nous apprend quoi que ce soit concernant l'identité et les propriétés du dankalan ou du tanglar, il en va tout autrement d'une série d'écrits du début du XVIIe siècle, et notamment d'un petit traité de botanique composé en 1611 par le franciscain Blas de la Madre de Dios, aujourd'hui conservé dans le couvent des Augustins à Valladolid. Dans ce Libro de Medicinas Caseras, le frère Blas énumère plus d'une centaine de plantes aux vertus médicinales. Or, toutes celles listées par Inès appartiennent à cette pharmacopée indigène. Ainsi du bouillot, qui est un puissant analgésique dont les feuilles broyées et cuites en décoction apaisent les douleurs dentaires. Ainsi du dankalan, dont la sève et les feuilles favorisent la guérison des plaies, blessures et morsures. Ainsi encore du tanglar, qui s'utilise mélangé à du romarin et à de la cannelle en emplâtre contre la goutte. Le savoir d'Inès n'est donc pas celui de la sorcière, mais de la guérisseuse de village, celle que l'on nomme aux Philippines la mangagawai. Les choses auraient pu en rester là, mais le père Alonso se contentait d'admonester les deux servantes en leur rappelant le caractère trop peu chrétien de leur remède de bonne femme. Seulement voilà, un autre témoignage va changer du tout au tout la donne de l'enquête. Un colon de Cebu, Juan Méndez, qui a prêté main forte au père Alonso lorsque celui-ci s'en est allé pour la seconde fois chez les Villalobos, livre sa version des faits. Et selon lui, ce n'est pas au moyen d'un antidote, mais d'une bien curieuse cérémonie qu'Inès a guéri les Villalobos. La dite Inès s'est entendu le corps de l'onguent,
se mit à hurler et à se manger les cheveux comme une folle et à faire de telles choses encore que l'on aurait dit qu'elle avait le diable au corps. Puis elle demanda et fit apporter de nombreuses choses, comme une décoction de bétel et de gingembre, du riz grillé, de l'huile de sésame, et prépara certaines décoctions cuites dont elle fit bénéficier ceux qui étaient fous. Puis, ayant demandé un peu d'or, elle le mit dans une assiette avec un peu de gingembre et de riz grillé, et elle offrit ceci à ceux que leur raison avait quittés, afin qu'ils la recouvrent. Et une fois accomplies toutes ces actions, ceux-ci revinrent à eux. Et la dite indienne dit alors qu'à la nuit tombée, elle se devait de faire un bailan pour parler avec son diguata et lui offrir un tibor, une jarre de terre cuite, et qu'à cette fin, elle avait besoin d'amener des cloches. Et à la nuit tombée, la dite Sinapas fit ce qu'elle avait dit. Étant allée en fin d'après-midi chercher des os de mort, elle les brûla, et s'en retournant à son bailan, elle prit dans la main un poignard et un bouclier, et commença à danser au son des cloches. Et d'après ce que ce témoin a cru comprendre, elle invoquait le démon. Parce que bien vite elle s'assit et se saisit du poignard, et en fit glisser la lame sur la paume de sa main, afin d'en faire couler le sang. À la suite de quoi elle dit que tout était fini, et prenant alors une jarre qu'elle avait posée là, afin d'en faire une offrande, elle la jeta à la mer. Cette nouvelle flopée de termes vernaculaires, bailan, tibor et diwata, nous amène bien au-delà du personnage sympathique de la petite marchande de potions. Les impairs de traduction compliquent une fois encore la compréhension des faits. Là où Mendes nous dit qu'Inès accomplit un bailan, il faut entendre qu'elle se comporte comme une babailan, une spécialiste rituelle chargée d'invoquer les esprits tutélaires lors de cérémonies de guérison. Quant au terme diguata, il désigne en réalité les diwata, les entités invisibles qui descendent dans le corps de la babailan et dévoilent par son entremise l'origine d'une maladie ou la raison d'une malédiction. La babailan n'est que le porte-voix des esprits, le réceptacle transitoire de leur puissance. Elle transmet aux humains les messages sibyllins, volontiers sarcastiques, des créatures de l'outre-monde. Transe, sacrifice, offrande, libation, tout y est. Mendes, qui n'invente assurément pas tout ce qu'il dit, nous dépeint Inès comme une nécromancienne, ou plutôt une chamane. Or, pour les religieux espagnols, tout desservant d'un culte païen est déjà du côté du malin. Et c'est le témoignage de Diego, le novice, ensorcelé par le petit canard en étain, qui porte le coup de grâce. Il lui fut demandé ce qu'il avait vu lorsqu'il était fou, à quoi il répondit qu'il avait vu de nombreux démons, et parmi eux Béatrice, Inès, Sial, Panaan, Manas et Binakai, et aussi à l'écart la mère de Béatrice, et la borgne, Bouk-Bouk. Et il dit qu'il avait vu préparer l'onguent à partir de nombreuses races de serpents et de très nombreuses autres choses dont on gardait en mémoire le détail. Et d'autres jours, les démons et les sorcières jetaient dans les airs des choses ensorcelées, comme 2 négrillons, et bien d'autres choses encore, comme un homme de cire et de scorpion, et beaucoup d'autres immondices encore. Et toutes ces choses lui étaient offertes par un petit serviteur du démon, qui se tenait à l'écart avec les sorcières, lesquelles demandaient à ce qu'on les lui donnât, afin qu'il ensorcelle le père Alonso avec, de façon à ce que celui-ci ne les punisse point. Sorcières, mannequins diaboliques, démons, petits et grands, l'affaire prend une nouvelle tournure et une toute autre ampleur. Ne disposant ni d'un geôlier ni des moyens lui permettant d'éclaircir cette affaire comme il se doit, le père Alonso, désemparé, décide de remettre les 2 principales accusées, Inès et Béatrice, au bras séculier. Autrement dit, il transmet l'ensemble des pièces du dossier, captives comprises, au gouverneur Francisco de Sande. Ce dernier ne rechigne pas à s'emparer de l'affaire. Bien que les officiers du roi aient rarement à traiter d'histoires de sorcellerie, Sande n'est pas profane en la matière. Lorsqu'il était membre de l'audience de Mexico, il a exercé plusieurs années durant la fonction de consulteur, c'est-à-dire d'expert en questions juridiques auprès du tribunal du Saint-Office. Il connaît donc sur le bout des doigts le code de procédure de l'Inquisition. Peut-être même prend-il plaisir à instruire un procès qui, pense-t-il, lui évitera, pour quelques jours, d'avoir à fréquenter les soldats et à écouter leur sempiternelle jérémiade, un peu de distraction, en somme. Sande fait les choses bien. Il soumet rapidement les 2 indiennes à la question. Celle-ci offre dès lors aux Espagnols les mots que ce dernier attendent et qu'ils ont comme déjà déposés en elle.
Ce n'est plus que carnaval démoniaque, ballet de paroles fourchues. À 9h environ, à 9h du matin environ, le dit gouverneur fit comparaître devant lui la dite Inès, indienne, en présence de son défenseur, Francisco de Espinosa, et lui intima l'ordre de se dénuder et de mettre un morceau de tissu sur ses parties honteuses. Et par le truchement des 10 interprètes Cristobal Lea et Anton, indien, il lui fut demandé de dire la vérité à propos des sortilèges qu'elle et la dite Béatrice avaient fabriqués, laquelle Inès répondit que ce qu'elle avait dit dans sa confession était la vérité, et que Béatrice était celle qui avait fabriqué les huiles, et qu'il était vrai qu'elle avait convenu avec le dit Diego de Avila d'avoir des étreintes avec lui, mais qu'elle n'en avait pas eu avec lui non plus que lui de commerce charnel avec elle. Et que le dit Diego avait dit qu'il avait vu Béatrice dans les airs, et qu'il avait parlé avec elle, et que cette confessante les avait vus en train de parler, et que celle qui marchait dans les airs n'était autre que les dites Béatrice et sa sœur, et qu'elle marchait aussi haut que le faîte d'une maison. Et que la dite Béatrice avait dit à cette confessante, « Viens-t'en donc ici avec nous », et qu'ainsi elle se mit à marcher dans les airs en compagnie des susdites, et de Sisuyas, et d'une autre qui s'appelait Binakai, et de Simarakot, et de la dénommée Delingon, mère de cette confessante, laquelle déclara ceci, après qu'il lui eût été donné 4 tours de corde, et qu'elle eût dit qu'elle dirait la vérité. Il lui fut alors donné 2 autres tours de corde, et mandé qu'elle dît la vérité. Elle dit que le démon marchait sous la table de la maison du père, et que c'était une figurine de cheveux de couleur noire. Il lui fut aussitôt donné 2 autres tours de corde, et mandé qu'elle dît la vérité, et si elle marchait dans les airs avec la dite Béatrice. Elle dit que c'était bien là la vérité, qu'elle marchait dans les airs avec la dite Béatrice et les autres, car la dite Béatrice lui avait donné un peu d'huile, et qu'elle se rendait également de nuit dans les cellules du couvent, et d'abord dans celle où était le dit père frère Alonso Gutiérrez. Comme on lui demandait qui encore allait avec elle, elle répondit « Le diable », car il avait les yeux de travers, un en haut du visage et l'autre en bas, et les narines démesurément écartées, et que les diables qui allaient avec elle étaient au nombre de 3, et avaient tous le même visage. Et que dans les airs, les démons s'accouplèrent avec cette confessante et avec la dite Béatrice, et que l'un des diables était marié avec Béatrice, et qu'un autre voulait se marier avec cette confessante, mais que cela ne marcha pas, car le capitaine Oseguera jeta de l'eau bénite. Alors, sa seigneurie, le gouverneur Francisco de Sande, voyant que la dite indienne ne souhaitait pas en dire plus que ce qu'elle avait déjà dit, donna l'ordre qu'on lui retirât les cordes qui lui avaient été passées, afin que le dit tourment lui soit encore donné quand et comme il le souhaiterait, et ce jusqu'à ce que toute la vérité soit faite sur l'affaire. Et ainsi les dites cordes lui furent ôtées, et on la ramena à la prison de cette ville. Le garrot aidant, tout est dit de ce qui devait l'être. La torture ne révèle pas les sorcières. Elle les fabrique, les assemble de toutes pièces, mot à mot. Et à l'époque déjà, personne n'est dupe. Au lendemain même de la confession d'Inès, un religieux de l'ordre de Saint-Augustin, frère Martin de Rada, écrit « Je crois qu'il y a eu une grande passion dans cette affaire et qu'il n'y a désormais rien d'autre à faire que de souffrir et de se taire. On fit endurer à quelques indiennes récemment converties de très cruels tourments. Je vis, moi, le bourreau tout ensanglanté. Ils leur firent dire tout ce qu'ils voulaient. Quelques servantes s'adonnant à de simples magies du quotidien sont devenues des sorcières dansant un sabbat endiablé, très endiablé même, au-dessus des maisons. Accouplement avec le malin, ensorcellement des prêtres, le refrain de la comptine du bûcher. Il ne reste plus à Francisco de Sande qu'à condamner les 2 femmes à la peine capitale, ce qu'il fait sans le moindre état d'âme. Donner à entendre telle quelle la transcription des interrogatoires d'Inès et de Béatrice, c'est encore laisser le dernier mot à leur bourreau. On pourrait essayer, au contraire, de raconter l'histoire de leur point de vue. Nous ne savons presque rien d'elle, mais ce presque vaut son pesant de vérité. Les 2 femmes déclarent avoir entre 30 et 35 ans, ce qui signifie qu'elles sont nées aux environs de 1545, plusieurs années après le passage éclair de l'expédition de Ruy López de Villalobos et près de 2 décennies avant l'arrivée des navires de Legazpi. Elles ont donc grandi dans un monde où l'Espagne n'existait plus et pas encore, un monde dénué de tout horizon autre qu'asiatique. Et c'est comme très jeunes adultes qu'elles ont vécu, souffert plutôt,
le choc de l'installation des Européens sur les rivages de leur île natale. Elles ont alors entendu des étrangers vêtus de longues robes blanches raconter, sous des croix de palme, de curieuses histoires à propos d'un crucifié chasseur de démons et d'un dieu nommé Trois en un. Elles ont vu ces mêmes étrangers asperger d'une eau magique, en une seule après-midi, des centaines de leurs compatriotes. Et ce que nous savons, c'est qu'elles aussi furent baptisées, puisque leurs prénoms sont chrétiens, et qu'elles déclarent connaître le Notre Père. Ont-elles pour autant véritablement adhéré à la nouvelle croyance? On peut en douter, lorsqu'on voit qu'Inès ne se rappelle même plus le nom de son parrain de baptême, et qu'elle peine à énoncer le credo. Mais la question n'a d'intérêt et de pertinence que du point de vue des gardiens du dogme, les Augustins donc. Les Philippines des années 1570 forment un univers rituel cosmopolite. Dans la pénombre des cahutes, des divinités venues des 4 parties du monde coexistent sans heurts. Des esclaves africains usent de techniques divinatoires chinoises pour aider des soldats enfiévrés à trouver d'improbables magots. Des servantes mexicaines pansent les plaies au moyen d'emplâtres de cacao tout en prononçant des bribes de prière à la Vierge. Des épouses de colons espagnols recrutent des babailanes de Cébou pour ensorceler les amants qui les ont éconduites. Peut-être ceci et cela tout à la fois, et nul ne s'en prive. La chose n'est évidemment pas du goût de l'Église, qui voit dans l'indétermination des identités le germe de tous les reniements. Voyez le cas de ce soldat perdu, Marcos Quintero, à qui l'Inquisition intente un procès en 1582. L'homme, originaire de Huelva, en Andalousie, est passé aux Philippines en 1575, probablement sur la même nef que Francisco de Sande. Marié à une indienne de l'île de Panay, il vit chichement du commerce du grain et passe son temps à écumer les campagnes. Hébergé par les morts, les musulmans, il s'habille à leur façon, porte comme eux des anneaux aux chevilles et s'adonne à leurs danses, à leurs beuveries et à leurs cérémonies. On l'aurait entendu dire ceci, qui épouvante clercs et magistrats. Quand je suis parmi les morts, je me fais mort. Et quand je suis parmi les chrétiens, chrétien. Quintero est un cas extrême de basculement dans l'univers des Indiens, un ensauvagé qui a renoncé à toute certitude. Mais la ligne de partage entre les mondes est sinueuse, émouvante. Il n'est pas sûr que pour Inès et Béatrice, le Dieu des chrétiens et les génies locaux ait appartenu à des systèmes incompatibles. Les saints, les anges et les diwata forment une même théorie d'intercesseurs. À quoi bon se priver de les invoquer tous? Autre détail d'importance, Béatrice déclare, lors de l'un de ses interrogatoires, que si elle s'en est pris à son maître, Andrés de Villalobos, c'est parce que le frère de ce dernier l'avait réduite en esclavage alors qu'elle était de condition libre. Ces quelques mots rappellent crûment ce que la conquête de Cébou impliqua pour quantité de ses habitants, la réduction en servitude. Car même si le droit espagnol prohibait l'esclavage des Indiens, les soldats et les colons usaient de 1000 arguties pour passer outre cette interdiction. Andrés de Villalobos était un vétéran de la conquête. Il avait servi dans la compagnie d'infanterie de Martín de Goiti, l'un des 2 capitaines à s'être emparé de Manille. En récompense de ses bons et loyaux services sur le champ de bataille, les Gaspis lui avaient accordé d'immenses encomiendas, c'est-à-dire des droits de tribu sur des milliers d'Indiens. L'homme était puissant et ne s'embarrassait probablement pas de considérations juridiques sophistiquées. Il s'était tout bonnement servi dans le cheptel humain qu'il avait à disposition. Voilà comment 2 jeunes femmes de 20 ans s'étaient retrouvées du jour au lendemain, transformées en esclaves par des hommes venus d'un pays dont elles n'avaient jusque-lors jamais entendu parler. Il y a ceci encore. Andrés de Villalobos était un homme puissant, mais aussi un homme cruel. Car toujours selon Béatrice, la raison pour laquelle Inès voulait tant de mal, non seulement à Villalobos, mais aussi à certaines de ses servantes, c'est que ces dernières disaient à l'épouse du dit Villalobos que celui-ci entretenait une relation charnelle avec elle, raison pour laquelle la matrone la punissait parce qu'elle couchait avec son mari. Inès était devenue, bien malgré elle, l'amante de son maître, l'objet de son caprice et de son plaisir. Tragique et banale vérité. Aux Philippines, comme dans toutes les colonies, la violence et la prédation sexuelle exercées par les colons sur leurs entourages féminins ne connaît pas de limite. Qu'elles concernent des Espagnols ou des Indiennes, des épouses légitimes ou des concubines, les violences domestiques y sont endémiques. Les coups pleuvent, sitôt fermées les portes des posadas, les grandes demeures des puissants.
un exemple parmi beaucoup d'autres. En 1586, une indienne nommée Juana Taguana, servante de Cristobal Velázquez, notaire et familier du Saint-Office, porte plainte contre son maître, qu'elle accuse de l'avoir roué de coups puis lacéré au visage. Un an auparavant, après avoir été battue comme plâtre, au prétexte que, alitée depuis plus d'un mois, elle coûtait trop cher en remèdes et en nourriture, la malheureuse avait accouché d'un enfant mort-né. Tout s'éclaire dans notre affaire, où plutôt tout se teinte des ténèbres pourpres de la violence. Un colon puissant et brutal viole l'une de ses esclaves, et celle-ci use par vengeance contre lui de magie. Mais il faut y regarder de plus près. Quelle était véritablement, dans l'esprit des deux indiennes, la finalité de l'onguent qu'elles avaient si méticuleusement préparée? Les actes du procès parlent d'une sorte de filtre d'amour, un charme circéen pour que les hommes tombent amoureux de nous, affirme Béatrice. Pour que Diego, le novice, reste épris de moi, renchérit Inès. Mais est-ce vraiment l'amour de leur maître et tortionnaire que cherchaient les deux jeunes femmes? Ne souhaitaient-elles pas apaiser ses ardeurs plutôt qu'aviver son désir? C'est dans une autre série de documents, légèrement plus tardifs, qu'il nous faut aller chercher la nature véritable de l'onguent, d'Inès et de Béatrice. Il s'agit d'une série de dénonciations et de confessions spontanées, recueillies dans les années 1620 par le commissaire du Saint-Office à Manille. Et parmi les petits délits et les menus péchés dont s'accusent ou dont sont accusés d'humbles soldats et de simples servantes, il y a l'usage d'une herbe nommée l'oumaï. Le loumaï a la singulière propriété de plonger dans l'hébétude ou le sommeil celui qui la consomme, de façon à ce qu'il ne puisse se rendre compte des agissements adultérins de son épouse. Raison pour laquelle un religieux féru de légendes et de botanique, le père Alzina, dit qu'elle est une herbe d'amour en bien comme en mal. Le loumaï est, en somme, un assouplisseur de volonté. À petite dose, il rend bienveillant. À plus forte dose, inconscient. Mais s'agit-il bien de l'un des ingrédients clés de l'onguent d'Inès et de Béatrice? En tout cas, les deux femmes, de leur propre aveu, le connaissent bien. Inès affirme ainsi, au cours de l'un de ses interrogatoires, que Béatrice s'est servie du loumaï contre un certain Mendoza qui se conduisait mal avec elle. Sitôt qu'elle en eut enduit nuitamment la chevelure du malappris, celui-ci ne s'emporta plus jamais contre elle. Inès rapporte aussi cette scène étonnante, où, dans l'arrière-cour de la maison d'un colon, elle troque remèdes et recettes avec une vieille servante borgne. Bouk-bouk. La bouk-bouk lui dit « J'ai du loumaï ». Et cette confessante répondit « Moi aussi, alors partageons ». Et elles partagèrent, cette confessante donnant à l'autre un peu de l'onguent qu'elle avait, l'autre lui donnant de l'huile de loumaï qui était en sa possession. Et cette confessante lui dit « Si tu veux qu'on soit amoureux de toi, oint de cet onguent celui que tu désires, et aussitôt il mettra en toi son amour, s'oubliant lui-même et oubliant tous ceux qu'il aime. » L'onguent d'Inès et le loumaï de bouk-bouk sont certes ici présentés comme deux produits distincts, mais souvenons-nous que les truchements peinaient à comprendre et à traduire le propos des deux indiennes, et que la confusion était leur lot. En vérité, tout paraît clair, quoi qu'elles aient pu en dire lorsqu'on les sommait de décrire ce qui mijotait dans leur chaudron de sorcières. L'onguent maléfique d'Inès et de Béatrice n'était rien d'autre qu'une décoction de plantes, destinée à moduler les ardeurs des Espagnols qui abusaient d'elles, ou dont elles voulaient s'attirer les faveurs. Voilà la vérité des deux indiennes. Voici l'histoire vue et vécue à leur manière. Il n'y a pas question de sortilèges et de démons, mais simplement de l'éternel outrage que les hommes infligent aux femmes et les puissants aux humbles.